Kim Jong-un a voulu donner une leçon à ses ennemis. Et ensuite... Kim Jong-un a assisté à la destruction du nouveau navire de guerre nord-coréen lors d'un lancement raté. La Corée du Nord a été humiliée devant le monde entier. Ce qui a rendu la situation encore plus embarrassante, c'est la confiance de Kim. Car le navire de guerre, censé démontrer la puissance de la Corée du Nord, a commencé à couler juste devant lui. C'est devenu la risée de presque tout le monde, sauf pour les quelques-uns qui ont creusé plus profondément et découvert la réalité glaçante de la véritable menace que la Corée du Nord représente de plus en plus pour le monde. Ou plutôt, quelqu'un qui l'aide à devenir elle-même. Il serait impossible pour la Corée du Nord de construire un navire aussi rapidement sans aide extérieure. Mike Plunkett est analyste naval chez James, société de renseignement en défense. Comment la Corée du Nord s'est-elle ridiculisée et exposé ce spectacle effrayant? Avant de commencer, likez massivement cette vidéo pour qu'elle apparaisse dans le fil de Kim Jong-un et qu'il voie une analyse de sa gêne. Le 21 mai 2025, la Corée du Nord se préparait pour un moment de fierté et de puissance. Au chantier naval de Chongqing, entouré de dirigeants militaires et de constructeurs, le pays s'apprêtait à lancer l'un de ses projets navals les plus ambitieux, le Kongkon, un destroyer de 5000 tonnes appartenant à la toute nouvelle classe Cheon. Ce navire n'était pas ordinaire, il symbolisait la montée en puissance militaire de la Corée du Nord. Doté de radars avancés, de lance-missiles et d'une coque moderne, le Kengkon constituait une avancée majeure sur les anciens navires soviétiques, utilisés depuis des décennies par la marine nord-coréenne. C'était l'un des plus grands et avancés navires construits en Corée du Nord. Et le message était clair, il visait à moderniser leur marine et à montrer leur progrès technologique au monde entier. Le lancement devait être fluide et spectaculaire. Comme tout navire traditionnel, le bâtiment était sur une cale, prêt à glisser dans l'eau. En théorie, la gravité et des mécanismes précis guideraient le navire au port. Kim Jong-un lui-même était arrivé pour assister à l'événement, se tenant au premier plan, alors que les caméras tournaient et que les officiels étaient au garde-à-vous. Tout était prêt. Mais la suite fut une véritable catastrophe. Au lancement, l'arrière du navire a glissé comme prévu, mais l'avant est resté immobile. Quelque chose n'allait pas. Au lieu de glisser doucement dans l'eau, le Kongkon a commencé à pencher maladroitement. La poupe s'est enfoncée lourdement dans la mer, tandis que la proue est restée coincée sur la terre ferme. Puis, devant tout le monde, le navire entier s'est renversé sur un côté. En quelques secondes, le destroyer géant s'est retrouvé sur le flanc, partiellement submergé, coincé entre la terre et la mer, coque éraflée et structure endommagée. Tout cela s'est produit alors que le dirigeant suprême de la Corée du Nord était tout près. Bonne chance aux officiers responsables. La réaction de Kim Jong-un fut immédiate et intense, des témoins affirmant qu'il semblait choqué et furieux. Les médias d'État, qui admettent rarement des erreurs, l'ont ensuite cité en train de qualifier l'incident d'acte criminel causé par une négligence absolue. Dans un pays sans critique publique, cette déclaration fut un événement majeur. Cela laissait entendre que quelqu'un ou plusieurs personnes allaient en payer le prix de cet embarras. Rapidement après le lancement, des images du satellite raté ont circulé, posant un gros problème à ce régime fondé sur le secret et le contrôle. La Corée du Nord ne pouvait rien cacher. Le monde avait déjà vu et diffusé l'information avant sa réaction. Après l'incident, les médias d'État sont restés silencieux plusieurs jours. Aucune photo, titre ou explication. C'était le genre de silence qui en dit plus long que des mots. En coulisses, cependant, des rapports suggèrent que d'énormes opérations de nettoyage avaient déjà commencé. Des militaires ont encerclé le chantier naval. Les ouvriers se sont précipités et tenté de sauver le navire. Mais le mal était fait. Au navire et à l'image de la Corée du Nord, qui se vante de perfection et discipline, vient de commettre une erreur évidente et publique. Sous le regard mondial, la pression pour corriger ou faire croire à une réparation ne faisait que commencer. La plupart des gens se sont simplement moqués de cela et sont passés à autre chose. Mais seuls ceux qui ont remarqué le tableau d'ensemble ont compris à quel point la Corée du Nord devient effrayante pour le monde. Comprendre comment un navire de guerre a révélé sa puissance nécessite d'étudier les capacités navales plus larges de la Corée du Nord. Le pays contrôle plus de 2500 km, soit 1560 miles de littoral, répartis entre ses côtes est et ouest. Le long de ses eaux, il exploite l'une des plus grandes flottes de sous-marins au monde, estimée entre 64 et 86 unités. Cela inclut environ 40 sous-marins Sengo 20 sous-marins diesel Romero et des mini-sous-marins Hugo et Yono, créés pour la furtivité, l'infiltration et l'espionnage. Sur le papier, c'est une flotte sous-marine massive, mais en réalité, la plupart de ces sous-marins sont dépassés, bruyants et ont du mal à fonctionner sur de longues durées. Pourtant, ce qu'ils manquent en sophistication
Ils le compensent par l'effet de surprise. En 2015, la Corée du Nord a parfois déployé 70%, soit environ 50 navires de sa force sous-marine, sans être détecté. Kim Jong-un a choisi de le rendre encore plus mortel. Il a donné une impulsion sérieuse à la modernisation de la flotte, au lieu de simplement compter sur de vieux mini-sous-marins. La Corée du Nord a investi dans des sous-marins lanceurs de missiles balistiques, comme la classe Gore Sinpose et le héros Kim Kunokei, capable de lancer des missiles balistiques sous-marins. Comme la série Pokoksong, tu as bien entendu, des missiles balistiques. Ils permettent à la Corée du Nord de menacer le Japon et la Corée du Sud depuis la mer. Malgré une autonomie limitée par les moteurs diesel, leur présence force les ennemis à revoir leur défense. La flotte de surface compte environ 470 navires, surtout de petites vedettes, patrouilleurs et corvettes. Elle n'est pas conçue pour la guerre en haute mer, mais pour la défense côtière, les raids rapides et, si nécessaire, la perturbation des routes commerciales ou des blocus. Pyongyang a récemment dévoilé des drones sous-marins nucléaires, des corvettes lance-missiles modernes et modernisées d'anciens navires pour équipage des missiles balistiques. Ces mesures montrent un intérêt accru pour la dissuasion navale. Pour la Corée du Nord, renforcer sa marine dépasse la défense côtière. Même obsolètes, navires et sous-marins rendent la Corée du Nord imprévisible et capable de frapper soudainement. Dans un régime axé sur la survie, un sous-marin partiellement opérationnel peut suffire comme moyen de dissuasion. L'incident du chavirement du Kenkon pourrait paraître comme une simple défaillance technique isolée. Mais en y regardant de plus près, la Corée du Nord a discrètement accumulé une grande puissance, du moins sur le papier. Une ascension qui n'est pas accidentelle, mais plutôt soutenue discrètement et stratégiquement par un acteur puissant dans l'ombre. La conception des nouveaux navires de guerre nord-coréens montre une forte implication russe, particulièrement en comparaison avec les frégates Grigorovitch. La poupe, ici, ils présentent la même forme de base carrée dans les deux classes. Le profil du pont avant et de la proue est identique ou très similaire sur les deux. Les images du destroyer Chekyung, lancé en avril, ressemblent fortement aux navires de guerre russes. Oui, c'est un partenariat militaire discret mais croissant entre la Corée du Nord et la Russie. Quand le régime a présenté des destroyers modernes évoquant des navires de guerre russes, les analystes ont réagi. Certains ont noté d'étranges ressemblances avec les frégates russes de la classe Amiral Gorgorovitch, de la poupe carrée et du profil de la coque aux caractéristiques telles que la ligne de bouchin marquée et l'étrave inclinée. Ce ne sont pas seulement des similitudes superficielles, elles suggèrent quelque chose de plus profond qu'un simple apport technique direct. Des experts comme Catherine Deal notent que lorsque des pays isolés modernisent vite leur armement, cela indique souvent une aide extérieure. Tous les indices désignent la Russie. Cette alliance offrira un avantage majeur à la Corée du Nord. La Corée du Nord ne peut pas construire rapidement des navires de guerre avancés. Même la Chine, avec son immense complexe militaro-industriel, met plus d'1 an à construire un destroyer. Les navires de guerre, notamment destroyers et cuirassés, sont bien plus que de simples masses de métal. Ce sont des machines très complexes. La construction d'un navire nécessite des milliers de composants, des plaques de coque résistantes aux systèmes radar, armes, propulsion et électronique. Tous les systèmes doivent être conçus, fabriqués, intégrés et testés avec soin. L'approvisionnement en acier spécialisé et matériaux blindés prend des mois, sans compter la main-d'œuvre. Même dans des pays dotés d'une immense base industrielle comme les États-Unis ou le Japon, la construction d'un grand navire de guerre prend généralement 3 ou 4 ans, dans des conditions normales. Au Japon et en Corée du Sud, construire une frégate ou un destroyer prend environ 3 ans, contre 3 des 6 ans en Europe, et souvent plus aux États-Unis. Même il y a des décennies, construire des navires de guerre était difficile. Dans les années 1940, il a fallu près de 3 ans pour construire le Bismarck allemand, et plus de 4 ans pour le Yamato japonais, l'un des plus lourds cuirassés jamais réalisés. Même les États-Unis, connus pour leur efficacité en temps de guerre, mettaient en moyenne 2 ans et demi à 3 ans pour construire un seul cuirassé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce, grâce à un travail ininterrompu, des chantiers expérimentés et d'importantes ressources. Donc, pour la Corée du Nord, avec des ressources limitées, moins de constructeurs navals qualifiés et des infrastructures dépassées, lancer 2 navires de guerre à l'apparence avancée en seulement 400 jours soulève un énorme signal d'alarme. Soit les navires sont loin d'être aussi performants qu'ils en ont l'air, soit quelqu'un d'autre les aide à le faire. Et dans ce cas, c'est évidemment la Russie. Il ne s'agit pas seulement des conceptions, il y a aussi du matériel russe à bord. Les analystes ont repéré les systèmes antimissiles à courte portée Pantsir M sur les navires, un système que la Russie n'a jamais exporté à qui que ce soit.
Ce genre de transfert n'est pas anodin. Des experts comme Keir Giles estiment que Moscou ne partage cette technologie qu'avec les pays qu'elle veut fortement lier. Donc, la Corée du Nord doit passer un bon moment, non? Eh bien, la réalité est bien différente de ce que vous pensez. Un homme sage disait « Il n'y a ni ennemi ni ami permanent, seulement des intérêts permanents. Que gagne donc la Russie ?» Vous voyez? Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions, la Russie cherche des partenaires pour contourner les restrictions mondiales. Et la Corée du Nord correspond parfaitement à ce profil. Et pour Kim Jong-un, c'est gagnant-gagnant. Il obtient des technologies avancées, et la Russie gagne un partenaire fidèle en Asie de l'Est. La visite de Kim en 2023 à la flotte du Pacifique russe semble aujourd'hui bien plus marquante. Avec le recul, cette tournée de courtoisie était peut-être en fait une négociation secrète, un accord commercial sur une technologie navale contre des armes, un soutien diplomatique ou des ressources naturelles. Selon plusieurs rapports des services de renseignement, la Russie investit désormais massivement dans le déploiement de milliers de soldats nord-coréens pour soutenir sa guerre en Ukraine. Selon les responsables ukrainiens, plus de 11 000 soldats nord-coréens ont déjà été déployés sur le front, notamment à Koursk, et ce chiffre pourrait atteindre 15 000 avec les rotations de troupes. Oui. Selon certaines sources, jusqu'à 10 000 soldats nord-coréens pourraient être déployés en Russie dans un an. Les paiements sont importants. On estime que la Russie paie environ 2 000 $ par soldat chaque mois. Cela équivaut à plus de 22 millions de dollars pour 11 000 soldats, et pourrait vite augmenter. Mais il y a un hic. Les analystes disent que la majeure partie de cet argent pourrait ne jamais parvenir aux soldats. En Corée du Nord, où le salaire moyen est sous $1, Kim Jong-un et ses proches empochent sans doute l'essentiel des profits. Pour Poutine, ce partenariat résout deux problèmes. Il réduit la pression sur sa population en externalisant la main-d'œuvre et aide à maintenir le rythme de l'invasion. Bien que les munitions russes diminuent et les pertes augmentent, le soutien nord-coréen a débuté fin 2022 avec des obus d'artillerie, puis s'est élargi aux missiles balistiques. Ce sont maintenant des soldats, dont certains issus d'unités d'élite très endoctrinées. Les troupes ukrainiennes ont même affirmé que ces soldats reçoivent l'ordre de se suicider plutôt que d'être capturés. Pour la Corée du Nord, la récompense n'est pas seulement financière. La valeur réelle est l'accès à l'expertise militaire russe. En échange de son soutien, Pyongyang obtiendrait des technologies avancées, pouvant renforcer ses sous-marins, missiles et capacités anti-aériennes. Cela expliquerait comment la Corée du Nord, malgré les sanctions et difficultés économiques, a soudainement lancé des navires de guerre avancés. Et en 2024, le partenariat a atteint son apogée. En juin 2024, le président russe, Vladimir Poutine, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont signé un nouvel accord global promettant une aide mutuelle. Si l'un des deux pays fait face à ce qu'ils appellent une agression, cela signifie que si l'un des deux pays est attaqué, l'autre est obligé de fournir une assistance militaire immédiate et toute autre aide par tous les moyens disponibles. Bien que tous les détails ne soient pas publics, les deux dirigeants ont qualifié cela d'amélioration majeure, probablement le lien le plus fort entre Moscou et Pyongyang depuis la guerre froide. Cet accord englobe la sécurité, le commerce, l'investissement, ainsi que les liens culturels et humanitaires. Mais le moment et le contexte en disent long. La visite de Poutine à Pyongyang, sa première en 24 ans, intervient alors que l'Occident s'inquiète de plus en plus d'un accord armes contre aide. La Corée du Nord livre à la Russie des munitions vitales et obtient en retour un soutien économique ainsi que des technologies militaires qui pourraient renforcer les programmes nucléaires et de missiles de Kim. Au sommet, Kim a qualifié leur amitié d'ardente et l'accord de traité le plus solide jamais conclu, plaçant la Russie et la Corée du Nord au niveau d'une alliance formelle. Il a ouvertement promis un soutien total à la guerre de la Russie en Ukraine. Poutine, de son côté, a qualifié l'accord de document révolutionnaire, signe que les deux nations veulent apporter leurs relations à un nouveau niveau stratégique. Une relation basée sur des intérêts et ennemis communs. Mais la réalité, c'est qu'une seule chose peut détruire toute cette puissance et cette force que la Corée du Nord a accumulée. Les chiffres peuvent sembler intimidants, mais en matière de véritable combat, l'expérience fait toute la différence. C'est là que la Corée du Nord échoue. Ses troupes et équipements sont largement non testés en guerre moderne. Les rares aperçus que le monde a eus de leur présence en Ukraine dressent un tableau plutôt embarrassant. Selon des rapports, les unités nord-coréennes étaient si mal entraînées et désorientées qu'elles ont fini par tirer par erreur sur les forces russes au lieu des troupes ukrainiennes. Mais il ne s'agit pas que de leurs soldats. Leur équipement aussi est discutable à cause de sa conception et fabrication. L'exemple parfait est le dernier incident, ou plutôt l'aspect moins connu et embarrassant qui a été révélé.
Pour comprendre le cas du Kenkon, il faut examiner le programme naval nord-coréen dans son ensemble. Parce que cet échec de lancement ne concernait pas seulement un navire qui chavirait, c'était le signe de quelque chose de bien plus profond, une approche précipitée et risquée du développement militaire. Au cours des dernières années, la Corée du Nord a fait de gros efforts pour moderniser son armée, et l'un des domaines dans lesquels elle a poussé agressivement est sa marine. Comme nous l'avons mentionné au début, pendant des décennies, la flotte navale de la Corée du Nord était composée de navires vieillissants et obsolètes. Basés sur d'anciens modèles soviétiques des années 1950-1960, ces navires ne sont pas réputés pour leur performance. Ils sont lents, peu armés et faciles à cibler pour des marines modernes comme la Corée du Sud ou les États-Unis. Pour réduire cet écart, la Corée du Nord a lancé la construction des destroyers de classe Cheon. Celles-ci sont censées être grandes, d'apparence moderne et équipées des types de systèmes que l'on attendrait de marines avancées. Le Kenkon était le second navire de cette classe, après le Keo-hyun lancé en 2023. En surface, la classe Chie-hyun paraît impressionnante, des navires d'environ 5000 tonnes, suffisamment grands pour être pris au sérieux. Ils sont équipés d'une tour radar au design moderne, de ce qui semble être des cellules de lancement vertical pour missiles, et d'angles inspirés de la furtivité dans la conception de la coque. L'apparence ne garantit pas la performance. Même si les navires semblent modernes, des initiés et des analystes satellites doutent fortement de leur contenu réel, surtout vu la rapidité de leur construction. Comment la Corée du Nord a-t-elle fait pour bâtir aussi vite? Des photos satellites ont révélé des signes de soudure précipités, des panneaux inégaux sur la coque, et même une peinture irrégulière. Des experts estiment que les systèmes internes, tels que radar, sonar et électronique des missiles, seraient inachevés ou non testés. Au moment du lancement, même l'équilibre général du navire semblait défaillant. Au lancement, la poupe a d'abord glissé dans l'eau, alors que la proue est restée coincée sur la rampe, preuve d'une mauvaise répartition du poids. Ce n'est pas une petite erreur pour un navire de cette taille. Se tromper dans l'équilibre peut mener exactement à ce qui s'est passé. Ce n'est pas une simple spéculation. L'armée sud-coréenne a confirmé que le navire avait été vu couché sur le côté dans l'eau. Le Centre d'études stratégiques et internationales, aux États-Unis, après analyse d'images satellites, a indiqué que le navire n'était pas correctement soutenu. En bougeant, il s'est tordu sur le côté, moitié dans l'eau, moitié coincé sur la terre ferme. Un autre point clé, le chantier Chongshin, où a eu lieu ce lancement, n'est pas militaire. Historiquement, il fabriquait des cargos et des bateaux de pêche, mais pas de navires de guerre. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, le chantier naval manque d'une expertise significative pour gérer la complexité du lancement de grands destroyers comme le Kenkon. Pour masquer ces échecs, les autorités ont arrêté 3 responsables du chantier naval, bien que l'échec du lancement ne soit pas totalement de leur faute. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. La plateforme verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde doit créer une chaîne, mais si vous vous demandez si vous devriez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube doit payer chaque jour des millions aux créateurs et met davantage en avant les chaînes récentes et petites. Je suis sûr que vous vous demandez comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent vos questions par email. C'est pourquoi nous avons rassemblé tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo gratuite. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube. Cliquez sur le lien en description ou l'affiche à l'écran. Pourquoi la Corée du Nord agirait-elle ainsi? La réponse tient au régime. Kim Jong-un impose souvent des délais ambitieux aux projets militaires pour accélérer leur développement et en faire des victoires de propagande. Le lancement du navire n'était qu'une séance photo de propagande. Un essai de missile s'est transformé en célébration. Il s'agit moins de savoir si le système fonctionne parfaitement, et plus de savoir s'ils peuvent être exhibés à temps pour des événements clés comme les défilés militaires ou les anniversaires du parti. La Corée du Nord a adopté une stratégie similaire, utilisant missiles, drones et satellites, accélérant le développement et négligeant des tests essentiels pour respecter les délais. Mais la Corée du Nord ne s'est pas arrêtée. Suite à l'échec du lancement du Kenkon, la Corée du Nord a immédiatement cherché à limiter les dégâts. Il ne s'agissait pas seulement de réparer le navire, mais aussi de contrôler le récit. Après le chavirement du navire, la zone du chantier naval de Chongshin a été mise en quarantaine.
Des gardes militaires encerclèrent le site, comme si le lancement n'avait jamais existé. Alors la Corée du Nord a lancé ce qu'on ne peut décrire que comme une mission de sauvetage d'urgence, et il n'avait pas le luxe du temps. Quelques jours après la catastrophe, l'activité au chantier naval a augmenté. Le suivi satellite montrait l'arrivée de grues, câbles et gros équipements. Mais ce qui a vraiment surpris les analystes, c'est la façon dont la Corée du Nord a choisi de soulever le navire. La Corée du Nord a placé des dizaines de grands ballons blancs près de son navire de guerre détruit pour éviter qu'il ne coule davantage après l'échec du lancement. Les images montraient les ballons entourant le navire partiellement submergé, qui est incliné sur le côté. Le navire de guerre était également recouvert de grandes bâches bleues. Il s'agit probablement d'une tentative de dissimuler ce qui s'est avéré être un échec embarrassant pour Kim Jong-un. La raison précise de la présence des ballons reste floue, mais les experts estiment qu'ils servent à stabiliser ou réparer rapidement le navire. Selon leur forme et les ailerons arrière, les analystes estiment que les taches blanches sont des aérostats, proches des dirigeables, utilisant un gaz porteur pour flotter. On dirait bien ce que cela semble être. Les ballons n'ont pas été installés pour renflouer le navire, mais pour empêcher qu'il ne soit davantage inondé, a déclaré le député Yoo Yong-won, un parlementaire sud-coréen et analyste militaire, lors d'une interview avec CNN. Le processus a duré plusieurs jours, parfois des semaines, mais peu à peu, le Kenkon s'est redressé. Début juin, le navire a été discrètement transféré de Chongqing au chantier naval de Nyajin, plus au nord-est sur la côte. Cela visait sans doute à éloigner le navire de l'incident et à poursuivre les réparations dans un environnement plus sûr. Aucune déclaration officielle n'a été faite, mais les images satellites montrèrent le Kenkon amarré à Najin en restauration. Ce n'était toujours pas une bonne nouvelle pour le régime. Bien que nous n'ayons pas d'accès direct, les analystes pensent que les systèmes électriques et électroniques ont probablement été les plus touchés. Quand un navire comme celui-ci chavire et s'immerge partiellement, l'eau peut pénétrer dans des compartiments non totalement étanches. Les systèmes sensibles, comme le radar, les unités de contrôle de mission, les équipements de navigation et les appareils de communication sont extrêmement vulnérables. L'eau salée peut causer de la corrosion en quelques jours. Donc, même si la coque semblait intacte de l'extérieur, l'intérieur racontait probablement une toute autre histoire. Des rayures et des dommages structurels étaient visibles sur le côté tribord, là où il avait touché l'eau, et la rampe de lancement. Au lancement, certains supports d'armes externes, systèmes d'antennes ou parties de la coque ont peut-être été remplacés ou réparés. Malgré tout, le 12 juin, moins d'un mois après l'échec, la Corée du Nord a organisé une cérémonie de relancement apparente. Kim Jong-un était encore présent, cette fois à Nanjing, où le lancement a eu lieu comme prévu. Des photos le montraient souriant, inspectant le navire et saluant les officiers de la marine. Le message était clair, le problème était résolu, et le Kenkon repartait sur la bonne voie. Mais les observateurs extérieurs restaient sceptiques. De l'extérieur, le navire semblait réparé et relancé. Mais la vraie question restait, est-il prêt au combat? Le navire n'a pas encore été vu en essai en mer. Aucune preuve de navigation en eau libre, ni d'image de test radar, lancement de missiles ou manœuvre de base. C'est un sérieux signal d'alarme. Les experts navals expliquent donc que lorsque l'eau, surtout salée, a compromis les systèmes internes d'un navire de guerre, il est quasiment impossible de les restaurer sans remplacer de grandes parties du navire. Et cela nécessite à la fois du temps et des équipements avancés, des choses auxquelles la Corée du Nord n'a peut-être pas facilement accès. Même réparé, le Kenkon pourrait rester inopérant. Des signes indiquent que la Corée du Nord prévoit déjà de construire plus de navires de guerre, dont probablement un autre destroyer de classe Chehyun au chantier naval de Chongqing et Nyampol. Lors de la mise en service du premier destroyer, Kim Jong-un a affirmé que ce n'était que le début. Il a affirmé « Nous construirons aussi des navires de cette classe l'an prochain. Nous mettrons en œuvre ce plan de construction de destroyers polyvalents chaque année. Et savez-vous qui en pâtira? Ce sont les ingénieurs et les scientifiques. Dans la plupart des pays, un lancement de navires de guerre raté serait considéré comme un revers technique. Une enquête serait lancée, peut-être des sanctions dans l'équipe d'ingénierie, puis tout avancerait discrètement. Mais la Corée du Nord n'est pas comme la plupart des pays. Dans ce régime, les erreurs, surtout celles commises en public, sont considérées comme des crimes graves et quelqu'un doit toujours en payer le prix. Il a précisé que des responsables, y compris de hauts cadres du département de l'armement et de l'industrie du comité central du parti, étaient impliqués. L'Institut de dynamique de l'Académie d'État des sciences, l'Université de technologie Kim-Cheok, l'Institut central de conception navale et le chantier Chungcheon allaient en subir de graves conséquences.
En quelques jours, des rapports ont commencé à circuler selon lesquels plusieurs hauts responsables liés à la conception, à la construction et au lancement du navire avaient soit été arrêtés, soit limogés, soit tout simplement disparus de la vie publique. Un des premiers noms cités fut Hong Kil-ho, directeur du chantier naval Chongqing. Il avait joué un rôle central dans l'expansion navale récente de la Corée du Nord et avait été convoqué par les autorités. Le vice-amiral Kim Young-sik était aussi l'un des plus hauts commandants de la marine. Il était déjà apparu dans les médias d'État et sur des photographies, souvent aux côtés de Kim Jong-un, lors des inspections et des événements. Mais après l'échec du lancement, son nom a disparu des rapports officiels. Des observateurs ont noté qu'il avait même été effacé des photos récentes. Maintenant, dans un pays comme la Corée du Nord, quand quelqu'un disparaît des médias d'État, ce n'est généralement pas bon signe. Cela n'implique pas forcément une exécution, mais souvent une purge, une révocation, une déportation en camp de travail ou une incarcération. Le régime annonce rarement ses actions publiquement, mais avec le temps, des schémas se dessinent. Les gens disparaissent de la vie publique, leur nom oublié. C'est ce qui semble être arrivé ici. Ce genre de punition sévère n'est pas nouveau pour la Corée du Nord, en fait cela suit un schéma de longue date. Quand un projet militaire échoue ou embarrasse le régime, les hauts responsables sont blâmés, voire exécutés, pour montrer que les erreurs ne sont pas tolérées. Après les échecs des lancements de satellites précédents, plusieurs scientifiques aérospatiaux auraient subi des conséquences similaires. De plus, à la suite d'un essai de missile raté, il a été rapporté que certains des ingénieurs responsables ont soit été emprisonnés, soit démis de leurs fonctions. Cela paraît une méthode stricte pour atteindre des objectifs, mais c'est en réalité l'insécurité cachée de Kim Jong-un. Il s'agit surtout de maintenir la peur et la discipline. Dans un système où le pouvoir est entre les mains d'un seul homme, tout échec peut remettre en cause son autorité. En sanctionnant les responsables, Kim adresse un message clair à l'armée et au gouvernement. C'est aussi une façon de rassurer le public et l'élite. En blâmant des individus négligents, Kim protège l'image du régime lui-même. L'échec ne venait pas d'une politique défaillante ou d'une mauvaise planification, mais du non-respect des ordres par quelques personnes. Le système reste intact, tandis que les dirigeants rejettent la faute vers le bas. Pour comprendre pourquoi le naufrage du navire de guerre était embarrassant, il faut d'abord voir ce que le Kongkon représentait. Il devait prouver que la marine nord-coréenne n'était plus dépassée, qu'elle possédait la technologie et l'ambition pour rivaliser avec les grandes puissances. La construction de navires comme le Kongkon vise surtout à intimider les rivaux de la Corée du Nord, notamment la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. En montrant ses navires de guerre modernes, la Corée du Nord veut afficher sa puissance et dissuader ses ennemis. L'apparition d'un nouveau destroyer suscite le doute. Cela pousse les autres pays à se demander de quoi la Corée du Nord est-elle réellement capable ? Cette incertitude fait partie de sa défense, mais parfois la réalité s'était révélée à tous. Ainsi, l'échec du lancement a soulevé de sérieuses questions sur la qualité du renforcement militaire de la Corée du Nord. Si l'un de leurs nouveaux navires de guerre les plus importants n'a même pas pu être lancé correctement, qu'est-ce que cela dit du reste de leur marine ? Leurs missiles, leurs chars, leurs sous-marins. Soudainement, ce qui était censé être un symbole de puissance a commencé à ressembler davantage à une démonstration creuse, purement pour l'apparence, mais sans véritable force en dessous. Comme nous l'avons dit, les experts en défense en Corée du Sud et aux États-Unis l'ont rapidement remarqué. Des analystes notent que malgré la croissance de l'armée nord-coréenne, de nombreux nouveaux systèmes pourraient être précipités, non testés ou défaillants. Pour Kim Jong-un, ce type de réputation est dangereux. En Corée du Nord, le pouvoir du régime repose sur la peur et la perception. Si le peuple commence à douter de la force de l'armée, ou pire, si les élites et l'armée elle-même commencent à remettre en question le jugement de la direction, cela peut ébranler les fondements du contrôle. Comme on l'a vu, aucune image du Kongkon en mer, ni d'essai, ni de mise à jour sur les tests d'armes ou le radar. Il est possible que le navire ne soit toujours pas pleinement opérationnel, et qu'il ne le soit pas avant longtemps. Bien que les navires nord-coréens, aidés par les Russes, ne soient pas pleinement opérationnels, leur présence seule change l'équilibre régional. Selon Victor Cha et d'autres analystes, la possibilité que la Corée du Nord ait des destroyers nucléaires pourrait pousser la Corée du Sud et les États-Unis à revoir leur posture militaire. Ils doivent dépenser, planifier et se préparer à l'imprévu. La Corée du Nord ne peut donc tolérer aucun échec public dans un régime aussi strict. Une seule erreur le jour du lancement menace cette illusion de contrôle total. C'est pourquoi des erreurs comme celle-ci ne sont pas seulement des échecs techniques, ce sont d'énormes risques politiques. Donc, la Corée du Nord paraît forte, mais la réalité est déjà sous les yeux du monde entier.